Mesdames, Messieurs, bonsoir. Permettez-moi, au nom de Willing, de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire de ce soir. Mais avant toute chose, permettez-moi, au nom de Willing également et surtout, de vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2023, nos meilleurs vœux, plus de sérénité, plus de sécurité dans un monde qui malheureusement ne l'a pas été de manière particulièrement agréable en 2022. 2022 a été une année compliquée, comme nous allons le voir, et je pense que vous souhaitez à toutes et à tous que 2023 nous la fasse vite oublier, constitue déjà un beau challenge en soi. Euh, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter qui est Willink. Mon nom est Gilles Frano, je suis Senior Advisor chez Willink depuis de nombreuses années et j'ai le plaisir de vous accompagner ce soir pour vous montrer quelles sont les choses peut-être à faire ou à ne pas faire dans la conjoncture actuelle. Willink, notre offre, quelle est-elle? Eh bien, nous sommes majoritairement courtiers en assurance et pension, courtiers en tout ce qui concerne également les placements, les modes d'épargne, les solutions bancaires. On va évidemment en parler aujourd'hui. Nous pouvons également vous proposer certaines solutions en termes de crédit, hein. Le recours à l'immobilier comme bien d'investissement pour développer un patrimoine est quelque chose que nous couvrons également. Bien évidemment, quand on parle d'assurance, tout type d'assurance, que ce soit des assurances non-vie, ce qui n'est absolument pas ma spécialité, ou les assurances vie, les assurances financières qui tournent autour de tous les métiers du chiffre. Notre taille, eh bien, depuis de nombreuses années, Willink se développe et nous avons acquis aujourd'hui une taille prépondérante sur le marché belge puisque nous avons une vingtaine de bureaux répartis un peu partout dans la Belgique, d'Arlon à Bruges, en passant par une présence assez importante à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Et nous sommes à peu près 400 collaborateurs qui sont répartis dans chacun des bureaux. Le but étant que chaque bureau puisse vous offrir les différents métiers que nous mettons à votre disposition. Notre mission, eh bien, elle est donc de vous assurer cette fameuse sérénité financière tout au long de votre vie, de manière à ce que vous puissiez la vivre le plus sereinement possible. Aujourd'hui, nous allons aborder une matière qui n'est pas nécessairement simple, mais je vais m'efforcer évidemment de ne pas être trop théorique. Le but, c'est de vous expliquer simplement, de manière la plus didactique possible, quels sont les bons comportements à adopter pour gérer votre patrimoine, pour le développer dans la conjoncture que nous connaissons aujourd'hui et qui est diamétralement opposée à celle que nous avons eu l'habitude de connaître depuis quelques décennies en Belgique. Quel patrimoine devrez-vous avoir constitué à votre pension pour maintenir votre train de vie? C'est le thème principal de la soirée. Comment le constituer au mieux? Quelles sont les bonnes, les moins bonnes choses à faire pour y arriver dans cette fameuse conjoncture que je vais me permettre de vous résumer quelque peu en introduction, bien entendu. Alors en introduction, eh bien, je vais me permettre de reprendre les paroles de la reine Elisabeth qui malheureusement nous a quittés également en 2022. Elle avait traité, je pense, 1992 comme étant une annus horribilis pour elle. Son château avait brûlé, ses enfants avaient quelques problèmes matrimoniaux. Eh bien, on peut dire qu'au niveau financier, au niveau économique, et je ne parle pas de guerre, je ne parle pas de, évidemment, des horreurs qui se passent en Ukraine à quelques kilomètres de chez nous. Je ne veux évidemment mettre aucun cynisme là-dedans, mais financièrement parlant, l'année 2022 a été très compliquée. Si vous regardez le petit diagramme qu'on voit ici à gauche de manière simple, depuis 1928, il n'y a eu que 4 années pendant lesquelles tant les marchés boursiers que les marchés obligataires ont donné des rendements négatifs. Eh bien, vous voyez que 2022 bat tous les records de négativité également, puisque tant les obligations, qui sont censées être des placements plus sûrs, que les actions ont terminé l'année avec des performances qui tournaient autour de moins 15, moins 20%, moins 25%, en fonction des différents secteurs ou des différentes géographies. Notre ennemi, si je peux dire, en 2022 a été avant tout et surtout l'inflation. Vous le savez, vous le vivez tous les jours dans votre porte-monnaie, cette inflation qui signifie pour nous une baisse fort importante du pouvoir d'achat. Elle a atteint un plafond qui tournait autour des 12% au mois d'octobre, septembre-octobre en Belgique. Elle a commencé à diminuer aux États-Unis un petit peu avant l'Europe, mais nous tournons aujourd'hui autour de 10%. L'inflation au mois de décembre 2022 était de 10%. Elle va probablement continuer à diminuer, mais pas très rapidement, pas en un coup de cuillère à peau. Je vais vous en parler un petit peu. Ces différentes conjonctures sont là pour nous rappeler que nous devons changer et adapter nos comportements.
nos comportements d'épargne, nos comportements de développement de notre patrimoine, quand on peut magnifier une capacité d'épargne. C'est également là-dessus que je vais insister pour quelques points durant cette intervention. Alors, quel est l'outil principal d'un planificateur financier comme moi pour aider mes clients? Mais c'est une ligne du temps. Si on prend une ligne du temps, mais vous vous situez aujourd'hui à gauche, vous êtes probablement encore en phase active, vous travaillez, vous avez des revenus, quel que soit votre statut, salarié, indépendant, fonctionnaire. Vous avez un train de vie qui vous permet d'être mené grâce à vos revenus. On va décortiquer un petit peu ça. Vous avez en tête peut-être, en fonction de votre âge, êtes-vous à vos 30 ans, 40, 50, un peu plus, j'en sais rien, en fonction de votre âge aujourd'hui, vous avez peut-être déjà un certain plan de vie qui va être de dire que vous allez vouloir arrêter de travailler à tel âge. Vouloir arrêter de travailler à tel âge, vous pouvez évidemment arrêter quand vous le désirerez, mais il y a certaines contraintes qui sont arrivées ces dernières années au niveau légal en Belgique qui vont faire que l'âge légal de pension ne coïncidera pas nécessairement avec l'âge auquel vous aurez envie d'arrêter. En pratique, vous n'êtes pas censé pouvoir toucher votre pension légale avant l'âge légal qui est à 65 ans maintenant et qui va progressivement passer à 67 ans en 2030, puisque vous devez remplir certaines conditions pour pouvoir anticiper votre pension légale. Vous allez retrouver votre cas et le détail de votre situation dans ce magnifique site qui est mypension.be que vous connaissez probablement. Si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous pousser à y voir des informations très pertinentes sur votre future pension légale et sur vos pensions complémentaires. On y reviendra tout à l'heure. Donc, âge légal, pas âge légal, on peut avoir, imaginons quelqu'un qui a envie de travailler jusqu'à 60 ans aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas une carrière longue et qui n'aura pas au moins 42 ans de carrière ne pourra pas toucher sa pension légale avant ses 67 ans. 66, 65 s'il est plus proche de la pension, mais en tout cas pas avant l'âge légal. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être l'une ou plusieurs années de transition pendant lesquelles vous ne toucherez pas votre pension légale et vous devrez vivre d'autres types de revenus. C'est à prendre en considération dans votre planification et dans ce fameux maintien du train de vie. La pension légale, vous le savez, mesdames, messieurs, elle n'est pas nécessairement très plantureuse. Elle ne remplace utilement que dans très peu de cas le train de vie que l'on pouvait avoir quand on était actif. Nous savons que nos amis fonctionnaires ont des pensions légales plus importantes que les salariés, qui sont elles-mêmes plus importantes que celles des indépendants. En fonction de votre statut, eh bien, vous allez avoir probablement besoin d'un complément de revenus à votre pension légale pour mener le train de vie que vous aurez envie de mener ce jour où vous aurez encore plusieurs dizaines d'années à vivre, puisque l'espérance de vie en Belgique, elle n'arrête pas d'augmenter. Vous savez qu'une personne sur deux qui naît aujourd'hui sera centenaire. L'espérance de vie moyenne de quelqu'un qui a aujourd'hui 55-60 ans, elle se rapproche beaucoup plus des 90 ans que des 80 ans. Donc, cette période inactive professionnellement pendant laquelle vous n'aurez plus de revenus professionnels, mais simplement une pension légale plus ou moins importante, générera probablement le besoin de la compléter par un revenu supplémentaire. C'est ça que nous allons apprendre à calibrer aujourd'hui. Pendant combien de temps aurez-vous besoin de ce revenu? Évidemment, l'espérance de vie, elle est théorique. Nous savons malheureusement que des grains de sable peuvent se mettre dans des plus belles mécaniques de manière tout à fait anticipée, malheureusement, tout comme certaines personnes peuvent vivre très longtemps. Je crois que la doyenne en France est décédée il y a quelques jours à l'âge de 118 ans. Il est possible de nos jours de vivre très, très vieux. Et puis la question sera également de se dire, non seulement je vais devoir pouvoir compléter et assurer mon train de vie avec un patrimoine complémentaire que j'aurai généré pendant ma vie active essentiellement, mais encore faudra-t-il voir, qu'ai-je envie de léguer à mes héritiers? Est-ce que je veux leur léguer quelque chose ou pas? En fonction de ça, la consommation que vous allez faire de votre patrimoine, et donc le patrimoine à constituer nécessaire que pour pouvoir laisser quelque chose à votre enfant, c'est aussi le but de cette soirée, c'est de vous aider à mettre les curseurs aux bons endroits. Vous avez remarqué ici, il y a des critères un peu économiques, un peu financiers que je me suis permis de mentionner. On va en parler. Certaines choses dont nous devons tenir compte, l'inflation, j'ai commencé à en parler, on va en parler beaucoup plus, les taux d'intérêt,
les marchés financiers, ce sont des variables de tous ces calculs ou de toute cette planification que nous devons absolument prendre en compte pour ne pas nous tromper, en sachant que ces données dans le futur ne sont par définition pas connues aujourd'hui, donc nous devons en principe rester prudents. Qui héritera de quoi? Qui devra payer combien de droits de succession est aussi une question que vous devrez vous poser à un moment donné, tout comme celle de voir comment vous organisez lorsque vous aurez pris votre pension pour utiliser ce patrimoine. Ce sera l'objet d'un futur webinaire auquel vous avez déjà été invité et qui reprendra ces thèmes via la bouche d'un de mes collègues. Si on regarde graphiquement ceci, ben, quel que soit votre âge aujourd'hui, 45 ans, plus jeune, plus âgé, eh bien, vous allez, pendant une certaine vie active encore, générer de l'épargne, une capacité d'épargne que vous allez magnifier. Et puis le jour où vous arrêterez votre activité professionnelle, ben, vous n'aurez a priori plus besoin d'épargner, mais surtout plutôt de consommer votre patrimoine. Ce sont les petites briques bleues que vous voyez ici, qui vont devoir éventuellement, même certainement aujourd'hui, augmenter chaque année, non seulement par l'impact de l'inflation, on va le voir, et votre patrimoine et votre capital, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer, soit évoluer, soit il va diminuer, il va être impacté par les marchés financiers, par le rendement auquel votre capital sera soumis, pendant un nombre d'années que par définition nous ne connaissons pas encore, c'est cette fameuse espérance de vie. La bonne question à vous poser, et nous sommes là pour vous aider à y répondre, c'est de voir si votre situation actuelle ou celle que vous aurez à la pension vous permettra de tenir le même train de vie que celui que vous désirez tenir. Auquel cas, si la réponse est positive, c'est très bien. Si elle est négative, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir peut-être vous aider à mettre en place? Alors, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de train de vie. C'est quoi le train de vie? Le train de vie, finalement, c'est le montant, et tout le monde ne le connaît pas de manière précise. C'est une question un peu piège que de poser la question à quelqu'un, de savoir s'il connaît son train de vie. Ce n'est jamais rien d'autre que la différence entre vos revenus, hein, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient immobiliers, si vous avez la chance d'éventuellement avoir un patrimoine de biens immobiliers de rapport que vous avez acheté ou dont vous avez hérité, que ce soit des intérêts ou des plus-values que vous pouvez sortir de portefeuilles bancaires, d'assurance ou autres que vous avez déjà constitués. Les frais, eh bien, ce sont les frais qui sont pris en compte, notamment si vous avez la chance ou pas d'être indépendant ou en société, votre employeur ou votre société prend peut-être une partie des frais privés en charge. L'exemple type, c'est la voiture, évidemment. Celles et ceux qui ont une voiture de société, mais c'est une dépense qu'il ne faut pas payer de son revenu net, mais qui représente un certain montant qu'on devra rajouter à la pension, puisque votre employeur y arrêtera de payer votre voiture le jour où vous arrêterez de travailler. Tout comme différents modes de rémunération alternative, comme des chèques repas, l'épargne de cette assurance groupe qui s'arrêtera avec votre pension, etc., etc. Ou si vous êtes dirigeant d'entreprise d'une société qui occupe une partie de votre maison, vous touchez peut-être un loyer de cette société. Ce sont des revenus qu'on peut également rajouter à ces fameux revenus professionnels immobiliers ou mobiliers. Vos frais privés, eh bien, une fois que vous avez payé vos obligations légales, les obligations régaliennes, je parle de l'impôt sur vos revenus, des éventuelles cotisations sociales si vous êtes indépendant, que vous devez payer, vos obligations de crédit, si vous avez encore l'un ou l'autre crédit, eh bien, la différence entre tous ces rentrées et ces sorties, c'est ça votre train de vie. C'est ce qui sert à financer vos dépenses, la nourriture, vos vêtements, vos vacances, des dépenses peut-être voluptuaires ou pas, mais donc c'est vous qui êtes censé le connaître, ou en tout cas le fixer, et c'est ce fameux train de vie qu'il est de bon ton de prévoir pour cette période où vos revenus vont changer quand vous serez pensionné. Alors, quel est l'impact que nous allons avoir là-dedans, de par notamment l'inflation? Alors, je vais m'attarder quelques minutes sur l'inflation parce que c'est un thème éminemment d'actualité. On n'en parlait pas trop jusque l'année passée, fin 2021, parce qu'elle était relativement faible et n'avait pas un impact aussi important que celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais d'abord, d'où vient-elle cette inflation? N'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que l'inflation, elle vient avant tout et principalement de la sortie du Covid. Souvenez-vous, pendant le Covid, nous avons tous été obligés de rester chez nous. Nous n'avons pas pu sortir pour faire autre chose que des courses purement alimentaires. On ne pouvait plus aller au restaurant, on ne pouvait plus sortir au cinéma, on ne pouvait plus partir en voyage, etc., etc. Ça veut dire que les Belges, de manière générale, ont épargné plus que de coutume.
nous avions la chance d'avoir aussi des interventions de l'État. Donc le Belge a de manière générale épargné plus. Ayons une pensée pour nos amis qui étaient dans l'ORECA ou dans l'événementiel, qui malheureusement, eux, n'ont pas eu autant de chance et ont, dans certains cas même très sévèrement, connu des baisses de revenus, voire des arrêts d'activité ou de métiers qu'ils ont dû changer. Mais globalement, le Belge a épargné beaucoup plus parce qu'il ne pouvait plus dépenser. En même temps, souvenez-vous, les industries, les sociétés manufacturières, les sociétés qui produisaient certains types de biens dont nous avons besoin pour vivre, eh bien, se sont également arrêtées. Soit ont baissé leur activité, soit se sont complètement arrêtés. Je pense notamment à la Chine, souvenez-vous, les Chinois qui ont dit, dès qu'il y a un cas de Covid, on ferme tout ce qu'il y a aux alentours de ce cas. Beaucoup d'industries, beaucoup d'usines chinoises se sont arrêtées, et lorsque nous avons pu commencer à ressortir de chez nous, commencer à reconsommer, le Belge, de manière générale, a voulu un peu compenser ce qu'il n'avait pas pu faire pendant le lockdown, et évidemment, la demande a été beaucoup plus importante que l'offre qui avait été solidement freinée pendant le Covid. L'inflation, mesdames, messieurs, elle vient principalement de cela. C'est le fait qu'on a eu, à la sortie du Covid, une demande de produits de consommation, vous voulez acheter un vélo, vous voulez changer de voiture, on a connu des problèmes d'approvisionnement des fournisseurs ou des vendeurs de ce type de biens parce que les circuits de production avaient été freinés, voire arrêtés. Tout ce qu'on appelle les supply chains, donc les circuits d'approvisionnement, avaient durement vécu la période du Covid. Ça vient principalement de là. Évidemment, l'épisode qui n'est malheureusement pas fini, qui est loin d'être fini, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a rajouté un deuxième niveau d'inflation avec évidemment les conséquences énergétiques, les conséquences sur les prix de l'énergie. Quand la Russie était le producteur, enfin en tout cas le fournisseur de 50% du gaz, enfin 40% du gaz européen, de 25% du charbon ou 50% du pétrole ou des choses du style, vous pensez bien que les prix, à partir du moment où on fermait le robinet, les prix ont évidemment monté. C'est une couche supplémentaire qui s'est rajoutée à cela. C'est cela qui fait que nous sommes arrivés à ces montants incroyables de 12%, voire même plus dans certains cas d'inflation. À ça, les politiques monétaires des banques centrales ont répondu, puisque c'était la seule arme qu'elles avaient pour lutter contre l'inflation, via une hausse des taux d'intérêt, puisque deux personnes très importantes, vous les reconnaissez probablement, Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, la Banque centrale américaine, et Madame Lagarde, qui est la présidente de la Banque centrale européenne. On attend toujours de manière fort importante leur sortie et les décisions qui sont prises par les institutions qu'ils dirigent. Les taux d'intérêt ont été augmentés plusieurs fois de manière fort importante, dans le seul but de diminuer la demande. Leur but était de diminuer la demande et donc de lutter contre l'inflation. Ça marche, c'est en train de marcher. Ça ne se résoudra pas aussi vite que ce que beaucoup d'économistes avaient prévu, mais toujours est-il que les banques centrales font leur job en essayant de lutter contre cette inflation qui va progressivement diminuer. C'est malheureusement un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que quand on connaît une inflation des prix, qui est corrélée par une baisse du pouvoir d'achat, forcément, sauf si on a la chance d'avoir éventuellement une hausse de salaire, et en Belgique nous sommes assez gâtés puisque les salaires ont été indexés plusieurs fois avec ces augmentations d'inflation, mais ça n'a pas été le cas partout. Mais toujours est-il que si les salaires augmentent, ça coûte plus cher aux entreprises, ça veut dire que les marges des entreprises diminuent, et vous avez compris l'engrenage dans lequel l'inflation nous pousse au niveau de l'économie et de ce qu'elle peut générer comme augmentation ou pas. Nous sommes probablement dans une période plutôt de récession. Pas nécessairement négatif pour les marchés boursiers, mais en tout cas, le niveau de production, le niveau d'évolution de l'économie est très faible, ce qui fait craindre pas mal de choses, mais en tout cas, nous avons fortement intérêt à ce que cette inflation puisse diminuer. C'est ça un des critères que nous devons avoir en tête, puisque si on regarde ce que l'inflation génère comme conséquence en pratique, je prends deux tableaux ici. Imaginez ce que représente le pouvoir d'achat de 100 000 euros. Vous avez 100 000 euros sur un compte bancaire qui ne rapporte malheureusement rien du tout pour le moment. Eh bien, en fonction d'un certain niveau d'inflation, je n'ai pas voulu monter à des taux de 12% bien sûr, mais si l'on se situe aujourd'hui au-delà de ces taux, on peut espérer relativement rapidement, dans un horizon de quelques mois, voire de quelques années, de redescendre dans des niveaux d'inflation qui seront peut-être autour de 3-4%.
on avait l'habitude de projeter des dépenses ou des niveaux de train de vie en prenant 2% de taux d'inflation avant la crise que nous connaissons maintenant. Je pense que le faire sur le plus long terme avec des niveaux de 3-4% est plus raisonnable, mais certainement pas beaucoup plus que ça. Si je prends 3%, eh bien, imaginez-vous que 100 000 euros qui ne rapportent rien, qui restent bloqués, enfin pas bloqués, mais en tout cas qui ne génèrent pas d'intérêt, comme ce qui se passe majoritairement sur les carnets d'épargne aujourd'hui, dans 15 ans, imaginons que vous avez 50 ans et vous allez arrêter de travailler à 65 ou à 67 ans, ben, les 100 000 euros que vous avez aujourd'hui, dans 15 ans, avec une inflation de 3%, ne représenteront plus un équivalent de pouvoir d'achat que de 63 000 euros. Les 100 000 euros seront toujours là, mais ils ne représenteront plus une capacité d'achat, de pouvoir d'achat, que de 63% du montant initial. Si vous regardez l'impact sur d'autres durées ou avec d'autres taux, ben, ça peut faire évidemment très peur. Prenez 4% sur 20 ans. Après 20 ans, vous n'avez plus de pouvoir d'achat que de 44% du capital que vous détenez toujours. C'est comme le monoxyde de carbone. On ne le sent pas, on ne le voit pas, mais cette inflation fait beaucoup de dégâts. Deuxième façon de la sentir, d'essayer de la sentir ou de l'appréhender, imaginez, mesdames, messieurs, une dépense qui aujourd'hui vous coûte 1 000 euros. Un GSM haut de gamme, que sais-je, par exemple. Ben, imaginez que si on a de nouveau ces 3% d'inflation, dans 15 ans, ben, ce GSM, il va coûter non plus 1 000 euros, mais il va coûter 1 558 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons évidemment prévoir cela dans nos projections et dans les simulations de réponse à cette fameuse question, quel est le patrimoine que je dois posséder à la pension pour pouvoir garder un train de vie équivalent. Donc, vous voyez, ce critère d'inflation, même si elle ne restera pas aussi élevée que ce qu'elle est pour le moment, est évidemment à prendre en considération. Ça, c'est une des variables de l'approche et du calcul qu'il faut faire pour appréhender toutes les conséquences de ceci. Je prends un exemple. Imaginons que vous avez encore une carrière devant vous d'une quinzaine d'années. Vous avez 52 ans, prenons l'idée d'avoir 67 ans dans 15 ans, et vous vous dites, voilà, aujourd'hui, je fais mes petits calculs, j'ai vu sur MyPension que je vais avoir telle pension légale, mais en fonction du train de vie, je vous ai montré comment calculer, il va me manquer 1 000 euros tous les mois. Donc, j'aimerais savoir ce que je dois avoir comme patrimoine pour générer l'équivalent de 1 000 euros dans 15 ans. Alors, le chiffre à avoir en tête, ce n'est pas les 1 000 euros, c'est que seront devenus ces 1 000 euros dans 15 ans. Eh bien, si on prend une hypothèse de nouveau de 3% d'inflation, eh ben, on se rend compte que ce n'est plus 1 000 euros qu'il faudra sortir chaque mois, mais 1 558 euros. Vous vous souvenez du tableau que je vous ai montré ici? Ben, c'est exactement l'exemple que j'ai pris ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme patrimoine, comme capital dans 15 ans, que pour pouvoir avoir l'équivalent de 1 000 euros d'aujourd'hui, c'est-à-dire 1 558 à mes 67 ans, mais 3% de plus à mes 68, 3% de plus à mes 69, 3% de plus à mes 70 ans, quel est le capital dont j'ai besoin en fonction d'une hypothèse de rendement sur ce capital que je place, que je vais faire travailler pour générer l'équivalent de 1 000 euros d'aujourd'hui pendant, par exemple, 20 ans. 67 plus 20, ça fait 87 ans. Eh bien, mesdames, messieurs, pour avoir l'équivalent de 1 000 euros de pouvoir d'achat en plus dans 15 ans, avec une inflation de 3%, je dois disposer d'un capital de 300 000 euros à mes 67 ans. 300 000 euros. C'est énorme. Je pense que si on ne vous a jamais expliqué cette approche, ce chiffre fait peur, mais ce n'est malheureusement rien d'autre que la réalité de ces calculs de projection financière et d'indexation, ou en tout cas d'actualisation des flux que nous connaîtrons dans les, par exemple, 15 années qui viennent. Si je veux avoir 300 000 euros dans 15 ans, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai déjà comme épargne aujourd'hui? En la plaçant, par exemple, je vais vous expliquer comment on peut espérer avoir des rendements de 5% en moyenne. Ce n'est pas sur votre carnet d'épargne, évidemment, on va voir ça dans quelques minutes. Il faudrait avoir déjà aujourd'hui, à mes 52 ans, 150 000 euros. 150 000 euros placés à 5% pendant 15 ans deviendront 300 000 euros. Et si je n'ai pas la chance d'avoir déjà un certain capital aujourd'hui,
à 52 ans, eh bien, dites-vous, mesdames, messieurs, que vous devez épargner chaque mois pendant 15 ans, avec une hypothèse de rendement moyen de 5% sur cette épargne, presque 1 200 € par mois pendant 15 ans pour atteindre l'objectif des 300 000 € nécessaires à compléter votre train de vie par cet équivalent de 1 000 € d'aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à ces chiffres qui sont assez interpellants, mais croyez-moi, ils sont absolument justes et pertinents au niveau mathématique et financier. Autre manière d'illustrer vos besoins, hein, le fait de dire je veux 1 000 € en plus à la pension, imaginons que vous en voulez 2 000 par mois en plus, ben, c'est linéaire, vous faites x2. Vous vous dites j'aurais besoin de 500 € tous les mois, ce serait bien d'avoir ça en plus, eh bien, il faudra la moitié. Donc, vous avez ici un curseur qui vous permet de savoir, peut-être plus précisément qu'il y a quelques minutes, ce dont vous aurez besoin comme patrimoine à votre prise de pension que pour maintenir un train de vie qui correspond à ce que vous voudrez maintenir comme train de vie. Autre façon d'exprimer les choses, et vous l'avez vu sur mon écran, ici en haut, votre allié, c'est essentiellement le temps. Le temps, plus nous avons de temps pour générer un capital, plus ce capital sera facile à générer. Je vous donne une autre manière de chiffrer le but à atteindre de ces fameux 300 000 €. Bah, si vous voulez avoir 300 000 € à vos 67 ans, quels sont les montants d'épargne que vous devez faire et commencer à quel âge que pour avoir à terme, en étant régulier dans cette épargne, ce fameux capital de 300 000 €? Eh bien, si des parents prévoyants disent ouais, je vais faire de l'épargne pour mes enfants, je vais commencer dès que possible à mettre un peu de sous de côté pour mes enfants, eh bien, en épargnant 51 € quand on a 1 an, eh bien, si ces 51 € d'épargne sont maintenus jusqu'à 67 ans, eh bien, ce bébé qui vient de naître aura 300 000 € sur son compte bancaire en partant d'une hypothèse de rendement moyen de 5%. On va y revenir. Si par contre, le rendement auquel on peut espérer faire cette épargne n'est pas de 5%, mais n'est par exemple que de 1,5%, 1,5%, c'est ce que vous pouvez avoir pour le moment, par exemple avec des produits à taux garanti, style les assurances branche 21, qui vous donnent un taux garanti plus un bonus, on est autour des 1,5% de rendement à peu près, donc ce n'est pas un carnet d'épargne. Le carnet d'épargne, c'est 0,01, voire 0,35. Certaines banques ont commencé à rehausser le niveau du rendement qu'on vous donne, mais pardonnez-moi, 0,35% de rendement quand on est à l'inflation à 10%, ça vous donne un taux réel, on va le voir, de presque moins 10. C'est plus de l'épargne, c'est de la désépargne. Si on prend quelqu'un qui a 10 ans et qui commence à faire de l'épargne à 10 ans, plutôt ses parents, ben vous voyez qu'il ne faut plus 51, il faut 80 € pour arriver au même objectif au même âge. Quelqu'un qui commence à 20 ans, il faut 137 €. Quelqu'un qui commence à 40 ans devra économiser 445 € par mois pour avoir ces 300 000 € à ses 67 ans, toujours sur cette hypothèse de rendement moyen de 5%. Si on garde un profil plutôt défensif, voire très défensif, on va voir ce que c'est, ce fameux profil, ben vous voyez qu'il faut beaucoup plus. La différence entre 5% et 1,5%, regardez mesdames, messieurs, pour cet enfant qui vient de naître, elle est un rapport de plus de 1 à 4. Il faut plus de 4 fois 51 € d'épargne chaque mois pour que, à 1,5%, notre bébé qui vient de naître ait une épargne qui soit équivalente à celle qui aurait généré 5% par an. Ça vous montre l'impact, évidemment, de non seulement du temps, qui est notre allié, évidemment, mais du type de support, du type d'actifs dans lesquels vous allez investir, dans lesquels vous allez épargner, cette fameuse capacité d'épargne que vous allez dégager entre revenus, charges, train de vie et capacité d'épargne. Ceci doit vous interpeller, c'est le but évidemment de ces deux tableaux, et peut-être vous faire réfléchir par rapport à la situation où vous êtes maintenant. Où en êtes-vous par rapport à vos objectifs de maintien de train de vie? On parle de profil de risque, on parle de 5% de rendement, on parle de 1,5% de rendement. Tout ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Comment ça marche? Vous savez, mesdames, messieurs, si vous avez déjà épargné un peu d'argent, si vous avez placé un peu de capitaux, qu'il y a une notion extrêmement importante. Tous les intermédiaires financiers, vos banquiers, vos assureurs, vos courtiers doivent vous poser la question, chère cliente, cher client, quel est votre profil de risque?
Profil de risque, ça veut dire que vous allez avoir, en fonction du fait qu'il soit plutôt défensif, on est ici à gauche, qu'il soit plutôt dynamique, on est ici à droite, ou qu'il soit plutôt balancé, eh bien, vous allez avoir une espérance de rendement sur votre épargne ou sur votre placement qui va dépendre de ce type de niveau de risque que vous allez prendre pour épargner ou pour placer de l'argent. Si vous restez dans des actifs ou dans des types de comptes d'épargne qui sont peu productifs de rendement, n'oubliez jamais, mesdames, messieurs, que c'est le taux réel de votre épargne qui va générer ce fameux pouvoir d'achat dont vous aurez besoin demain. Pourquoi? Parce qu'il faut évidemment à chaque fois retirer l'inflation. Quand vous avez du 0,01 ou du 0,35 ou du 1 ou 1,5% de rendement sur votre épargne, parce que vous avez vous ne voulez pas et vous ne supportez pas le risque, ce qui est tout à fait respectable, bien sûr, mais vous devez en connaître les conséquences. Il faut enlever l'inflation pour savoir à quel taux votre capital se développe, à quel taux vous épargnez, ou plutôt à quel taux vous désépargnez, puisqu'ici, retirer un niveau d'inflation, ne prenez pas les 12% que nous avions ou les 10 que nous avons maintenant, mais peut-être les 3-4 que nous aurons probablement pendant longtemps, eh bien, nous sommes ici, mesdames, messieurs, encore et toujours largement en négatif. Si nous prenons peut-être un petit peu plus de risques dans le type d'actifs, le type de fonds, de SICAV ou de fonds d'assurance, on parle de branche 23, B23 c'est branche 23 à ce moment-là, on est dans un univers de fonds d'investissement et différents gestionnaires, on va y revenir tout à l'heure. Pour autant que vous ayez le temps, parce que on parle ici de comment investir, et c'est le temps évidemment qui va vous aider, on va le voir par après, eh bien, on peut espérer avoir des rendements moyens sur une durée suffisante plus élevée, qui vont peut-être équivaloir cette fameuse inflation. Là, on ne désépargne déjà plus, on est plus ou moins à l'équilibre, dans les circonstances peut-être qu'on a aujourd'hui. Et si on a compris les choses et qu'on se positionne plutôt vers un profil plus dynamique, en allant peut-être un petit peu plus sur des marchés d'actions, on peut espérer avoir des rendements moyens sur des longues durées, je précise et j'insiste, qui permettront à ce moment-là de battre peut-être ce niveau d'inflation de demain que nous ne connaissons pas encore. Donc, l'idée ici, c'est de dire que si nous avons suffisamment de temps, la notion de temps est, mesdames, messieurs, primordiale. Si nous avons un horizon d'investissement suffisamment long, et on va en parler, on peut espérer battre utilement ou en tout cas lutter contre cette fameuse inflation que nous connaissons aujourd'hui. Encore faut-il que nous respections certaines règles de base que je me fais un plaisir de commencer à vous expliquer aujourd'hui. Plus le profil de risque est élevé, mais c'est d'office lié à une durée suffisamment longue, eh bien, nous pourrons prendre un positionnement intéressant face à cette fichue inflation, passez-moi l'expression. Comment ça marche quand on place de l'argent? Parce qu'il faut connaître cette notion d'horizon d'investissement. C'est la durée de votre investissement. Vous avez ici un rendement et vous avez ici le temps. Si vous placez de l'argent en prenant du risque, plus ou moins de risque, vous allez peut-être faire une bonne opération. Vous allez peut-être à court terme avoir un rendement positif intéressant. On peut faire des cours, on peut avoir une idée, on peut avoir entendu quelqu'un dire qu'il fallait investir dans telle chose, telle autre, mais on peut également perdre beaucoup d'argent. Si on investit à court terme, le risque du marché, la volatilité du marché fait qu'on peut faire des bonnes affaires, mais on peut aussi solidement faire des pertes et perdre de l'argent. Plus on va rester investi, plus on va laisser faire le temps, plus ces extrêmes que l'on peut voir ici vont diminuer. Ils vont, au fur et à mesure des années, diminuer à un tel point que si on respecte ce fameux horizon suffisant, eh bien, on peut espérer, en prenant un peu plus de risques, avoir des rendements moyens qui vont non plus représenter un gros risque, puisqu'on sera au-dessus de zéro, qui vont peut-être en moyenne générer moins de plus-value ou moins d'intérêt, mais toujours est-il qu'on se trouvera ici dans une fourchette qui sera nettement plus acceptable et qui vous aura permis de battre ou d'éliminer de manière assez importante ce critère de risque. Si vous avez un profil défensif, mesdames, messieurs, eh bien, il faudra rester probablement moins de temps que si vous avez un profil dynamique. On peut raisonnablement aujourd'hui considérer que investir de manière défensive peut se faire, mais certainement avec un horizon d'investissement d'au moins 3 ans.
Si vous avez un profil, si vous avez compris l'intérêt d'aller vers une prise de risque un peu plus importante, de localiser votre épargne non pas sur un carnet d'épargne, mais peut-être dans des fonds d'investissement, mais sur une durée suffisante, par exemple 5 ans, au moins si on parle de portefeuille balancé, eh bien vous serez dans cette hypothèse qui sera un peu plus rentable que celle que vous aviez dans un profil défensif. Et a fortiori, si vous avez quelque chose encore un peu plus dynamique, eh bien, sur un horizon, il faut plus de temps encore, il faut certainement 8 ans, 9 ans, 10 ans pour pouvoir dire qu'un profil d'investissement dynamique sera plus rentable que les autres et aura gommé une bonne partie des risques sans que ce soit garanti. Nous ne sommes plus ici dans le monde du garanti, ce monde-là, il est mort. On aura la chance éventuellement de pouvoir espérer plus que ce qu'on aurait eu en ayant un profil plus défensif. Donc le temps est votre allié, le temps est l'élément principal qui va permettre de gommer, d'écrêter la volatilité des marchés et surtout d'éviter de se retrouver dans les hypothèses que je prenais tout à l'heure, de peut-être gains importants, mais surtout, c'est ça qui fait peur, de pertes importantes. Ça, c'est une première condition primordiale, c'est de comprendre que votre horizon d'épargne, votre horizon d'investissement est une variable absolument primordiale pour prendre de bonnes décisions. Deuxième condition primordiale, eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes humains, l'humain a d'énormes qualités, mais il a aussi des faiblesses. Nos émotions sont importantes, l'être humain est un être émotionnel, certains plus que d'autres, mais nous avons, la majorité du temps, si nous écoutons nos émotions, tendance à prendre des mauvaises décisions. La plupart du temps, nos émotions nous pousseront à agir à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. À l'inverse que ce que des professionnels de l'investissement, des gestionnaires, ce que nous ne sommes pas chez Willing, nous sommes des intermédiaires, on va chercher les bons gestionnaires, je vous l'expliquerai après. Mais l'être humain, s'il écoute principalement ses émotions, prendra des mauvaises décisions, malheureusement bien souvent. Souvenez-vous, qui parmi nous n'a pas attendu un peu avant d'investir dans telle chose parce qu'on a entendu dire que, hein, on attend, et puis finalement on rentre un peu trop tard dans un placement. Mais on est content parce qu'on a connu un peu de haut, c'est très bien, tout le monde s'en réjouit. Et puis, et surtout ces derniers mois, ces dernières années, on a connu des marchés extrêmement difficiles, bons mais aussi mauvais. À un moment donné, si le marché se retourne et commence à diminuer, tant qu'on est encore en positif, on va éventuellement tenir le coup. Mais si on diminue encore, à un moment donné, on va se dire, bon Dieu, dans quoi ai-je mis les pieds? Mon banquier m'avait dit de prendre plus d'actions début 2022 parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Et puis je suis 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, j'ai perdu 10%, 15%, je sors, je vends. Alors que c'est évidemment la mauvaise chose à faire. Il ne faut pas vendre quand on est trop bas. Il faut soit laisser faire le temps parce que ça va remonter. Souvenez-vous de ce fameux horizon d'investissement que je vous expliquais il y a quelques secondes. Ou à la limite, si on a encore des liquidités, rentrer quand on est tout plus bas. Un gestionnaire avisé, un professionnel de l'investissement, il va vendre quand il est plus ou moins au plus haut et il va acheter quand il est plus ou moins au plus bas. Ou il va acheter et vendre à différents moments, mais essentiellement, il va toujours essayer de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas. L'homme de la rue, la femme de la rue, c'est ce bon, on parlait de bon père de famille, cette personne avisée maintenant, on doit sortir le sexe ou le genre de cette phrase, hein, a tendance, si elle écoute trop ses émotions, à faire l'inverse. Donc, mesdames, messieurs, pour autant que vous soyez bien accompagnés, que vous soyez bien conseillés, n'écoutez pas trop vos émotions si vous n'êtes pas un peu initié dans ces modes d'épargne, dans ces modes de placement. Je lisais il y a quelques mois, dans l'Écho, qui est une presse que je lis tous les jours, beaucoup d'investisseurs à qui on a dit d'investir en actions début 2022, avant que tout le monde ne voit l'Ukraine venir, évidemment, sortent après 6 mois, 8 mois parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Évidemment, c'est humain. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre ça? Eh bien, il ne faut pas rater les bons jours. Je vous donne ici un petit tableau, un petit schéma, un petit graphique qui est assez simple. Imaginons quelqu'un qui a investi un montant il y a 10 ans sur les bourses mondiales. Donc, un indice de bourse mondiale, je ne vous rends pas dans les détails, mais imaginons que vous êtes investi un peu dans les bourses de toute la planète. Quelqu'un qui n'est jamais sorti pendant 10 ans et qui a donc connu
tous les meilleurs jours de bourse, les pires mais aussi les meilleurs jours de bourse, aura sur les 10 dernières années, ceci est actuel à fin octobre, c'est un calcul qui est mis à jour régulièrement par Fidelity, qui est une des plus grandes maisons de gestion du monde, eh bien, cette personne qui ne sera jamais sortie après avoir investi ce montant il y a 10 ans, aura une moyenne de rendement annuel de plus de 12%. Prenez l'inverse. Une personne qui aura probablement trop écouté ses émotions, qui sera sortie à des moments peut-être pas opportuns, et surtout qui aura raté sur 10 ans, ne fût-ce que les 40 meilleurs jours de bourse. 40 meilleurs jours par rapport à 10 ans, 40 par rapport à 3650 jours, on est à peine au-delà d'1% des jours. Hein. Mais quelqu'un qui aura raté ces 40 jours, donc qui aura été investi tous les autres, mais pas ces 40 jours-là, n'aura plus comme rendement moyen de son placement qu'il a fait il y a 10 ans que du 0,11%. Souvenez-vous, on a connu des baisses 2008, 2011, 2020, qui s'est avéré finalement être une bonne année, 2022. Ici, quelqu'un qui est resté sur les 10 dernières années sans bouger a eu du 12,5% sur son placement sur les bourses mondiales. Quelqu'un qui a raté les 40 meilleurs jours de bourse est à 0,11. Et vous avez ici le passage de l'un à l'autre. Quelqu'un qui aura raté les 30 meilleurs jours de bourse, les 20 meilleurs jours de bourse, les 10 meilleurs jours de bourse, 10 jours sur 10 ans génèrent en moyenne une différence de près de 5% annuel sur le placement qui aurait été fait. C'est colossal, mesdames, messieurs. Et ça vous exprime le fait de dire, quand ça remonte, quand les marchés repartent à la hausse, il faut être resté investi que pour en bénéficier. Si on ne bénéficie pas, eh bien voilà les conséquences auxquelles on s'expose. Et forcément, on doit comprendre les gens qui vont dire, j'ai essayé une fois, je suis sorti, on ne m'y reprendra plus. Si on n'utilise pas le temps et si on ne respecte pas ces règles de rester investi au bon moment, eh bien forcément, on va passer à côté de la bonne opération. Ceci vous montre que ce n'est pas le timing de rentrer dans un marché ou de sortir d'un marché qui est important, c'est surtout le fait d'y rester. C'est l'horizon d'investissement, j'y reviens de nouveau, qui est à privilégier plutôt que le timing. Si on veut boursicoter, si on veut faire des coups, il faut suivre ça d'extrêmement près et on n'a jamais gain de cause à tous les coups. Sinon, les professionnels le feraient et ce n'est pas comme ça qu'ils gèrent nos économies. Donc, j'espère que ceci vous montre la pertinence de ne pas trop écouter ses émotions et surtout de rester investi. Pour autant, c'est la troisième condition, que nous ayons des gestionnaires pertinents. Les actifs dans lesquels vous investissez votre épargne ou dans lesquels vous placez un capital plus ou moins important, ils vont être gérés par des gens qui ne font que ça, qui sont des gestionnaires, sur conseil de votre banquier, de votre courtier, sur conseil de Willink ou autre chose. L'idée, c'est de dire que tout placement que vous faites, on peut le classer dans un tableau comme celui-ci en termes de rendement moyen sur 3 ou 5 ans et surtout en termes de risque que vous prenez. L'idée, c'est de dire que les meilleurs gestionnaires, les gens qui ne font que ça du matin au soir, les meilleurs, on les retrouve pas loin de cette courbe qui est ici. Ça veut dire que pour un certain niveau de risque, si on est dans un portefeuille bien géré, on peut espérer un certain niveau de rendement. Si on peut constater que votre portefeuille est plus à droite et plus vers le bas, vos placements vous font couvrir plus de risques et vous font bénéficier de rendements inférieurs. Donc ça, ce sont les mauvais élèves de la classe. L'idée est de vous accompagner, de vous aider, de vous conseiller pour garder des portefeuilles optimisés qui seront le plus possible proches de cette courbe-ci. C'est le rôle de Willink quand on vous conseille en termes d'épargne ou en termes de placement, c'est de vous trouver des bons gestionnaires au départ, s'assurer qu'ils restent bons et surtout les arbitrer ou les changer si à un moment donné, ils tombent un peu dans l'oubli ou dans un monde de plus de risques et moins de rendement. C'est important. Ça veut dire que horizon de temps, on a vu de quoi on parlait, profil de risque, on a vu de quoi on parlait, et le profil de risque, vous le retrouvez ici. Hein, c'est un peu ça l'idée. Hein. Eh bien, si vous avez respecté ces règles-là, vous ne devriez pas vous écarter de manière trop importante de ces espérances de rendement moyen suffisantes pour utilement battre l'inflation et surtout faire progresser votre épargne. Règle de base aussi aujourd'hui est de dire comment épargner. L'idée, c'est plutôt de mensualiser votre épargne au maximum. Pourquoi? Quand on est, comme encore aujourd'hui, dans des circonstances de marché qui sont très volatiles,
On a des jours positifs, on a des jours négatifs, on a eu en 2022 et même encore un peu aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas une bonne journée, même si le début de l'année a été très bon. Des jours à plus 2, moins 2, plus 3, moins 3. Comment pouvoir lutter contre ces problèmes de volatilité? Eh bien, sans être sûr évidemment de rentrer à un bon moment, c'est quand on achète au plus bas, et d'éviter de rentrer à un moment plus haut parce que on va payer évidemment plus cher ce qu'on va acheter comme bien ou comme SICAV ou comme fonds branche 23 ou comme nombre de parts d'un fonds de la branche 23. Eh bien, le message ici est de dire acheter à tous les moments. Acheter au bon comme au mauvais. Ce qui va vous permettre, mesdames, messieurs, de décréter cette volatilité, ce risque up-down que les marchés connaissent, surtout pour le moment, de manière à dire qu'en moyenne, sur une durée assez longue, c'est ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, vous allez tirer parti de ceci. Quand vous aurez acheté des parts de fonds à bas prix, le jour où tout ça remonte, tout ce que vous avez acheté en dessous de ces niveaux-là va se revaloriser positivement. C'est comme cela qu'on parvient à vaincre cette volatilité ou ces risques de marché en investissant le plus régulièrement possible et surtout en y restant le plus longtemps possible, pour autant qu'on soit aux mains de bons gestionnaires. Vous commencez à voir ici un panel des bonnes attitudes, des bons comportements à adopter que pour mieux épargner ou mieux placer votre épargne. Si vous disposez d'un capital à placer aujourd'hui, est-ce qu'il faut le placer en une fois? Ou est-ce qu'il faut le mettre en plusieurs fois sur les marchés pour éviter une baisse qui pourrait encore arriver? Bien sûr, les marchés ne sont pas à l'abri de certains risques géopolitiques liés à l'Ukraine évidemment, ou à la Chine, ou à d'autres parties du monde où il peut se passer beaucoup de choses. Si on a un capital à placer, on peut le placer en 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ou si on fait une épargne régulière, on va la faire tous les mois et pas mettre un gros montant en une fois en attendant un an pour en mettre un deuxième. Si vous appliquez ces théories-là, vous aurez gain de cause. Les gestionnaires, je vous en ai parlé. Alors, qu'est-ce que vous devez privilégier pour d'abord faire de l'épargne? Eh bien, nous sommes en Belgique. En Belgique, le législateur a mis quelques carottes fiscales pour épargner. La pension, elle constitue en général en Belgique ce qu'on a comme une communauté de dire 4 piliers. Le premier pilier, c'est la pension légale. En fonction de votre statut, vous payez ou votre employeur paye pour vous des cotisations sociales qui font que vous allez avoir une certaine pension. Votre statut, fonctionnaire, salarié, indépendant, va générer cette projection de pension que vous retrouvez sur MyPension. Là, vous n'avez pas beaucoup de prise là-dessus. Évidemment, c'est votre employeur qui détermine ce niveau de pension. Mais n'oubliez pas, mesdames, messieurs, que le niveau de pension, il ne va pas augmenter de manière drastique. Vous savez qu'on est dans un pays où il y a encore lieu de faire pas mal de réformes des pensions légales. La Vivaldi en a fait une l'année passée, elle a été très vite critiquée par l'Europe en disant ça ou rien, c'est pas grand-chose. C'est mieux que rien, mais c'est pas grand-chose. Il y a des choses qui doivent être revues. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de décision structurelle sur la manière de pérenniser les pensions légales qui a été prise à ce stade-ci par notre législateur. Il y a encore du pain sur la planche. Au niveau des pensions complémentaires, ce qu'on appelle le deuxième ou le troisième pilier quand on parle de fiscalité, le deuxième pilier, c'est votre employeur. Si vous êtes salarié, c'est l'assurance groupe dont vous bénéficiez auprès de votre employeur. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, c'est l'EIP ou la PLCI que vous avez mise en place, ou tous ces acronymes compliqués qui sont ici. Ce n'est pas moi qui vous les expliquerai, mon collègue Fabrizio vous les expliquera dans 15 jours. Et si vous allez vers le troisième pilier qui est ouvert à tout le monde, vous allez pouvoir avoir une carotte fiscale qui va donner un surrendement, comme dans le deuxième pilier, à ce qu'on appelle l'épargne pension, ces fameux 990 € que vous pouvez épargner chaque année et récupérer 30 ou 25% sur ces montants-là, ou cette case fiscale moins bien connue qui est l'épargne long terme, qui vous permet également de récupérer un peu d'impôts. Utilisez évidemment avant tout ces carottes fiscales, puisque la récupération fiscale vous génère un surrendement. Et privilégiez évidemment, dans les contrats d'assurance que nous vous conseillerons ou que votre conseiller doit vous conseiller, la branche 23 si on a un horizon d'investissement important. Et plus cette branche 21 qui vous génère extrêmement peu de rendement et certainement pas autant que l'inflation va nous impacter dans les années qui viennent. N'ayez pas peur non plus d'aller vers ce fameux quatrième pilier qui prend de plus en plus de vigueur aujourd'hui, qui est ce quatrième pilier non fiscal. Si vous avez encore une certaine capacité d'épargne et que vous avez fait le plein fiscal, eh bien, continuez.
Vous aurez l'avantage là de ne pas être lié à des échéances d'âge de pension pour toucher ces capitaux. Hein, c'est le principe du deuxième pilier. On ne peut plus le toucher avant l'âge auquel on peut toucher sa pension légale. Donc, quelqu'un, souvenez-vous tout à l'heure, qui veut arrêter de travailler à 60 ans, ne pourra pas toucher ces deuxièmes piliers. Il ne pourra les toucher que le jour où il pourra toucher sa pension légale. Ça veut dire probablement plutôt 65, 66 ou 67 ans. Donc, le non fiscal, l'avantage, c'est que vous le récupérez quand vous voulez. Donc, c'est une façon d'épargner qui est beaucoup plus flexible, qui est beaucoup moins contraignante et qui peut être extrêmement pertinente par les temps qui courent. Donc, vous avez ici, je pense, mesdames, messieurs, un mode d'emploi, un vademecum sur le fait de dire comment faire de l'épargne, quelles sont les règles de base. Je pense que nous les avons vues. Ou est-ce qu'il faut d'abord localiser ces épargnes que vous pouvez faire? Évidemment, utiliser ces carottes fiscales qui sont à notre disposition. Et si vous êtes dirigeant d'entreprise, calibrez correctement vos modes de rémunération, parce que là, on pourrait en faire un séminaire à lui tout seul. C'est quelque chose d'extrêmement pertinent pour le moment, surtout avec les perturbations fiscales que nous connaissons et que nous allons encore connaître dans les mois et les années qui viennent. Donc, évidemment, il faut d'abord privilégier la fiscalité là-dedans. Si, mesdames, messieurs, parce que nous arrivons tout doucement au terme de ce webinaire, notre but n'est pas de vous tenir toutes ces soirées, bien sûr, mais de pouvoir vous permettre d'en profiter. Nous étions engagés sur le fait de tenir plus ou moins 1 heure. Eh bien, on y arrive plus ou moins. J'ai oublié de vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet qui est prévu à cet effet, mais je n'y répondrai pas tout de suite parce que je suis dans un format relativement simple, mais nous y répondrons par email si je n'y ai pas répondu dans l'exposé que je viens vous faire. La conclusion de ce que je vous ai raconté aujourd'hui, mesdames, messieurs, eh bien, j'espère que vous aurez compris ou appris que vous devez aujourd'hui adapter vos modes d'épargne à la situation que nous vivons aujourd'hui. Inflation, taux d'intérêt, même s'ils ont augmenté un petit peu, ils vont jamais être équivalents à l'inflation pendant de très nombreuses années. Donc, on a un problème. Respectez les règles et les conditions en matière de risque et de temps si vous avez compris l'intérêt d'aller éventuellement vers des profils un peu plus risqués. Le temps est essentiellement votre allié. N'écoutez pas trop vos émotions, mesdames, messieurs. Vous aurez vu, compris, j'espère, qu'elles nous poussent la plupart du temps, si on n'y réfléchit pas de manière un peu initiée, elles nous poussent à prendre de mauvaises décisions bien souvent. Je prêche pour notre chapelle, soyons accompagnés, et c'est à ça que nous servons. En toute indépendance, nous sommes courtiers, nous ne sommes liés à aucune institution bancaire ou d'assurance, nous sommes indépendants et libres de vous soumettre les meilleures solutions pour conserver un portefeuille optimisé, des gestionnaires compétents, pertinents sur la durée, et surtout pour vous aider à adapter votre stratégie financière, votre planification financière, chaque fois que vous aurez un projet, un objectif, un choix de vie qui change. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et vous aurez plusieurs virages à passer. Nous sommes là pour vous aider à recalibrer et remettre les pièces de votre puzzle patrimonial dans le bon sens. C'est à ça que nous servons dans ce thème que nous avons voulu vous présenter ce soir, de manière en ce début d'année 2023 à vous aider à prendre de bonnes décisions, à les adapter à cette conjoncture que nous connaissons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, j'espère que je n'ai pas été trop technique, que je n'ai pas été trop embêtant avec ces approches un peu compliquées, mais je pense que toute personne qui veut faire attention à la manière qu'elle doit utiliser pour mieux développer son patrimoine et faire face à ces défis que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des règles qu'il faut appliquer et que nous nous ferons un plaisir de vous aider à appliquer si vous vous sentez seul. C'est à ça que Willing se dédie dans notre mission, dans cette offre que nous proposons. Vous avez vu notre logo, You Live, vous vivez, We Secure, on vous aide à passer ces étapes et à les optimiser à chaque fois. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez peut-être appris certaines choses. Nous sommes à votre disposition pour vous aider évidemment là-dedans. Vous serez recontacté pour connaître votre feedback par rapport à cette petite séance d'1 heure sur quelques variables clés à maîtriser si on veut faire de bons choix. Entre-temps, je vous souhaite encore une fois, mesdames, messieurs, une excellente soirée. Vous recevrez nos coordonnées, vous nous connaissez, ou si vous ne nous connaissez pas encore, vous savez nous contacter facilement via notre site internet, etc., etc. Mais donc, merci beaucoup pour votre attention.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et pourquoi pas, j'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt. N'oubliez pas, d'autres webinaires vont suivre avec d'autres thèmes qui sont complémentaires par rapport à ce premier thème que j'ai développé aujourd'hui. Mes collègues seront ravis de pouvoir vous accompagner également dans d'autres thèmes patrimoniaux et de planification financière. Merci beaucoup, passez une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir mesdames, au revoir messieurs.